En manchette ce soir, guerre commerciale avec les États-Unis. Quels impacts les tarifs douaniers auront-ils sur le portefeuille des Témiscabitibiens? La route 101 bloquée après le renversement d'un camion-citerne à Nédélec. Et une course de chiens de traîneau attire plusieurs curieux à la Sarre. On reçoit 27 équipes cette année de mancheurs avec leur attelage. Bon début de semaine, bienvenue au TVA 18h. Revirement de situation dans le dossier des tarifs douaniers au Canada. L'administration Trump offre 1 mois de sursis au Canada. Donc, la décision d'imposer des tarifs douaniers de 25 est reportée pour le moment. Mais reste qu'avec cette menace d'imposition, on s'est demandé quel impact ça pourrait avoir sur les portefeuilles des gens de la région. La réponse avec un conseiller en sécurité financière de la Sarre. Conseiller en sécurité financière. Tu travailles tous les jours avec des gens qui gèrent leur portefeuille, gèrent leurs finances comme ils peuvent. Est-ce que tu le vois ces temps-ci? Les gens sont peut-être un peu plus stressés avec leurs finances dans les temps qui courent? Oui, depuis le mois de novembre, je vous dirais, depuis que Donald Trump a été annoncé élu, les gens ont un petit peu des craintes là, par rapport à ce qui s'en vient en janvier qui a été fait. L'élection a été complète, là, donc ça a été fait depuis quelques semaines, là, donc c'est certain que les gens ont peur. Oui. Et est-ce que tu penses que c'est justifié, cette peur-là? Est-ce que tu la comprends et est-ce qu'effectivement, il y a un certain risque à quelque part? Oui, c'est sûr que moi, je la comprends aussi, puis j'essaie de diminuer un petit peu le risque de tout ça par rapport à la peur des gens, parce que c'est certain qu'on ne sait pas ce qu'ils peuvent décider comme décision financière. Comme là, en fin de semaine, il y a eu une décision qui a été faite, comme on le sait depuis quelques semaines, là, mais ça a été décidé des hausses des tarifs douaniers, donc c'est sûr que ça amène des craintes pour tout le monde, là. Puis les gens ici, bon, on parle souvent de ce que le Canada peut faire, ce que les États-Unis vont faire. Qu'est-ce que les gens ici, en Abitibi-Témiscamingue, qu'est-ce que nous, on peut faire, peut-être? Bien, le gros impact qu'on peut avoir en tant que consommateur, bien, c'est vraiment de regarder ce qu'on consomme aussi en tant que produit, de vérifier, de ne pas encourager soit les États-Unis sur les produits qui sont achetés, puis acheter local, Canada, Québec, donc s'assurer d'acheter les produits de nos producteurs d'ici. Ça fait une différence quand même. La symbolique est importante, puis le petit geste, tous les petits gestes sont bons, j'imagine, dans cette situation-là. Mais oui, c'est certain. Puis on le sait en Abitibi, mais on connaît tous nos producteurs, nos marchands locaux, donc c'est intéressant de les encourager de plus en plus pour leur dire, bien, regarde, on est là pour vous, puis on veut ne pas encourager nos voisins du Sud qui nous chargent des taxes de plus, puis on va encourager vraiment plus local, même si ça peut des fois coûter un petit peu plus cher qu'un produit américain, mais la qualité va être là, puis nos marchands locaux vont être vraiment heureux d'être encouragés. Dans 1 an, 6 mois, qu'est-ce que les gens vont le voir au quotidien de frappant, peut-être? La lumière, elle s'allume où, dans ce changement-là? Bien sûr que ce matin, on l'a déjà vu, le dollar canadien a déjà diminué. Une grosse baisse, le taux plus bas depuis une vingtaine d'années. Donc, ça a déjà un gros impact, là, ce que Donald Trump a décidé de faire avec ses tarifs. Donc, c'est certain que sur le coût des biens importés au Canada, mais ça va amener un coût supplémentaire aux importateurs. Donc, c'est certain que le coût au panier d'épicerie ou aux produits qu'on achète peut augmenter graduellement. Ça ne se fera pas tout de suite demain que ça va être augmenté, mais graduellement, ça peut augmenter au niveau des coûts pour le consommateur, là. Le gouvernement canadien a mis en place des mesures par rapport à certains types de produits qu'on peut acheter, mais c'est certain que tout le reste va être impacté aussi là, graduellement. Puis si on fait des changements, mais comme on dit, les marchands locaux, ce n'est pas de faire un changement pour soit un petit pansement présentement, mais c'est de le faire à long terme, puis de continuer à encourager les producteurs, même si, exemple, Donald Trump décide d'arrêter ses tarifs, puis tout ça. Donc, on ne sait pas combien de temps ça peut durer, mais continuer à encourager local, c'est ce qui est la meilleure solution, je pense, là, pour éviter tout ça. Puis, tu sais, toi, tu travailles ici en Abitibi-Témiscamingue, tu es à la Sarre, tu connais ton monde ici. Est-ce que tu as une crainte pour les entreprises de la région? Est-ce que tu le vois venir, peut-être, un coup dur pour ces gens-là? Non, pas nécessairement. Je dirais que c'est vraiment, il faut garder le focus sur l'économie là, qui est quand même canadienne, qui va rester fort pareil, mais c'est certain qu'on peut peut-être voir si ça va impacter là, graduellement le marché canadien, mais on ne sait pas ce qui va se passer là, non plus. Là, donc, Parce que des fois, on se dit, on est en Abitibi-Témiscamingue, on est à la Sarre, on est loin de tout ça, on est loin de New York, on est loin de la bourse. Mais attention, l'impact est le même. C'est ce qu'il faut le rappeler aux gens. T'sais. L'impact est le même, puis nos entreprises, nos grosses entreprises, bien, ils ne font pas juste affaire en région, ils font affaire dans le monde. Donc, c'est certain que les Américains dépendent beaucoup du Canada au niveau de leurs produits. Donc, c'est certain c'est un gros partenaire économique, mais il faut que les entreprises
ouvrent leurs horizons aussi, puis regardent un petit peu les autres marchés aussi, aider le Mexique qui va être impacté par ce que les États-Unis décident. Donc, c'est peut-être voir d'autres pays qui peuvent être des partenaires économiques là, par rapport à ça. Ouais, ça coche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Un important accident provoque la fermeture complète de la route 101 dans le secteur de Nédélec. C'est un peu avant midi que les autorités ont été appelées à se rendre sur les lieux d'une sortie de route impliquant un camion-citerne. Et en raison de la possible dangerosité de la cargaison du véhicule, un important périmètre de sécurité a été mis sur pied. Une maison à proximité du périmètre a même dû être évacuée par mesure de prévention. Les pompiers sont sur place et procèdent actuellement à des analyses pour déterminer s'il s'agit bien de matières dangereuses. Pour ce qui est du conducteur du véhicule lourd, il a été transporté à l'hôpital pour y traiter des blessures mineures. Et un détour est prévu par la montée Guérin et la route 391. Toujours sur nos routes, un grand excès de vitesse a coûté cher à un automobiliste du Témiscamingue. Les agents de la paix ont intercepté samedi dernier un individu qui circulait à 102 km/h dans une zone de 50 en direction de Ville-Marie. Le conducteur âgé de 51 ans de Notre-Dame-du-Nord a reçu un constat d'infraction de 868 assorti de 10 points d'inaptitude. Son permis de conduire a aussi été suspendu pour une période de 7 jours. Du côté de la santé maintenant, la pétition qui exige l'agrandissement de l'hôpital d'Amos a atteint son objectif avec plus de 25 000 signataires, selon l'Assemblée nationale du Québec. La période de signature de la pétition est d'ailleurs maintenant terminée. Dans un autre ordre d'idées, février marque le mois consacré à l'histoire des Noirs. Notre collègue Anthony Dallaire est allé à la rencontre de Aimé Pingui, président d'Africulture Production, un organisme qui met en œuvre depuis les 3 dernières années plusieurs événements pour célébrer la culture africaine. C'est quoi le travail qui reste à faire pour améliorer le vivre ensemble? Oui, en parlant de vivre ensemble, je me dis toujours qu'on vit mieux ensemble lorsqu'on prend l'occasion, on prend le temps de se connaître, au fait. Autant que moi, je suis curieux d'en savoir un peu plus sur la culture québécoise, autant que j'attends que les Québécois des souches prennent le temps aussi de découvrir notre culture. Plus ils nous connaissent, plus ils vont nous comprendre et plus les vivre ensemble sera meilleur, au fait, d'après moi. Est-ce qu'être noir et vivre sa culture, c'est quelque chose de facile en Abitibi-Témiscamingue en 2025? Ça dépend de l'aspect de la culture qu'on veut vivre. En fait, nous, avec Africulture, quand on parle de culture, on voit plus le côté artistique, en fait. Donc, c'est facile, à la fois difficile dans la mesure où on ne trouve pas d'autres partenaires avec qui partager cette culture. Donc, on ne peut pas les vivre seul. Il y a peu de gens avec qui la partager. Donc, on ne peut pas la vivre seul, mais on peut la vivre avec les gens qui sont en Abitibi-Témiscamingue. Effectivement, donc c'est ça la démarche de vouloir la partager avec les Témiscabitibiens, en fait, à travers des événements culturels, d'échanges et de partages. Vous êtes président de l'Afrostival, un festival fait par les Africains pour les Africains. Donc, vous avez des retours là, de la communauté, mais quels sont les retours de la communauté non racisée par rapport à ce type d'événement-là? Nos efforts, c'est de pouvoir présenter à la communauté non racisée la culture africaine. En fait, notre démarche, c'est vraiment de montrer aux autres notre culture. Donc, ce n'est pas une activité, des activités ouvertes, réservées aux Africains d'origine, mais c'est vraiment à tout le monde. Et la population l'accueille bien. La population est bien curieuse et nous aimons ça parce que déjà, au quotidien, au travail, les gens nous posent plein de questions sur l'Afrique. Et à travers nos événements, nous leur offrons l'opportunité d'en découvrir plus et de répondre à ces questions. Est-ce que vous vous attendiez à ça, cette ouverture-là? Un peu, parce que je trouve quand même, je ne sais pas, je trouve la région ouverte. Le Canada en général est ouverte à d'autres cultures. Déjà que je voyais qu'il y avait plein d'événements latino-américains et qui avaient bien de la place, bien acceptés, je me disais que sûrement que la culture africaine pourrait être acceptée. On a aussi été inspiré par les films sur Wakanda. J'ai vu que c'était bien accueilli. Je me dis, ça veut dire que la culture africaine pourrait être bien accueillie dans la région. Et puis, on a commencé à faire des événements, des défilés de mode, et puis les gens viennent participer. Et c'est positif, en fait. Et qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les dernières semaines du mois de l'Histoire des Noirs? Un bon mois de l'Histoire des Noirs à tous. Et on souhaite juste que les gens prennent le temps de chercher les histoires positives, en fait, sur la contribution des afro-descendants à la culture et à la communauté canadienne et québécoise.
L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. La Rouyn-Norandienne Camille Cormier-Moras peut conserver sa place à Star Academy. Elle a été sauvée par le public hier soir. Les détails après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le 1er février, PG Expédition Abitibi tenait sa 3e édition de course de 40 mushers originaires de la région, du niveau national et des États-Unis. En plus de rendre hommage à son fondateur, le trajet de la Sarre du Puy Clerval-la-Reine fait connaître la qualité de l'organisation et ses impacts positifs au niveau touristique et sur l'économie locale. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et on poursuit le bulletin en Abitibi-Ouest. C'est pas la température glaciale qui a arrêté les éleveurs et leurs chiens de participer à la PG Expédition Abitibi ce samedi. Une course de traîneau à chiens qui a rassemblé plusieurs curieux à la Sarre, oui. J'étais présente aussi. Voici ce que je vous ai préparé. 27 mushers et 260 chiens de traîneau s'apprêtent à parcourir entre 65 et 161 km de course pour la PG Expédition en Abitibi-Ouest. On est super fiers. Là, cette année, c'est notre édition hommage à Pierre Germain, notre fondateur, là, qui malheureusement n'a plus avec nous. On reçoit 27 équipes cette année de mancheurs avec leur attelage. On a des gens de partout au Québec, on a des gens de l'Ontario, on a des gens du Nouveau-Brunswick et même du New Hampshire aux États-Unis. Fait que c'est vraiment une belle réussite. Les meneurs de chiens passent par La Sarre, Dupuis, Clerval et La Reine. Une journée qui ne leur donne pas froid aux yeux. C'est ma deuxième fois que je la fais, donc un peu plus habituée. Là, fait qu'on prépare les chiens tranquillement, puis on a hâte de partir. Puis vous allez être partis combien de temps aujourd'hui avec vos chiens? Si tout va bien, entre 4h et 4h30, on devrait faire le tour. Participer à une compétition comme celle-là, c'est plusieurs mois de préparation, tant pour les meneurs que pour leurs chiens. On commence à entraîner les chiens au mois d'octobre pour qu'ils soient prêts cet hiver. Les courses, bien, on les commence en même temps que le reste. Donc, on entraîne, on commence en octobre, puis on entraîne jusqu'à la dernière journée possible. Là, on a sorti jeudi en préparation d'aujourd'hui. Ils sont entraînés, là, ils ont beaucoup de kilomètres déjà de fait. Puis les chiens, ils veulent. Là. Ils sont vraiment contents. Puis vous allez voir, là, ça va japper. C'est parce qu'ils ont hâte de partir. Là. Mais ce n'est pas n'importe quelle bête qui peut participer à la PG Expédition. Des vétérinaires et techniciens en santé animale sont sur place pour examiner chaque chien qui compétitionne. Tous les chiens qui prennent le départ aujourd'hui ont été examinés par l'équipe vétérinaire. Dans le fond, les techniciennes, nous, principalement, on regarde l'hydratation, les articulations, les pattes, s'assurer qu'il n'y a pas de crevasse, quelque chose qui pourrait empêcher qu'ils courent bien. Et la vétérinaire passe, s'assure que la cote de chair, pas la grosseur du chien, mais s'assurer qu'elle soit pas trop maigre, pas trop gras. Pour cette 3e édition, c'est l'attelage de Martin Massicotte, venu de Saint-Tite, qui remporte une bourse de 3 000 $. Il termine la course de 161 km avec un temps de 7h59 minutes. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, à La Sarre. Justine, justement, toujours en lien avec la course PG Expédition, samedi, la troupe à cœur ouvert a rendu hommage à Pierre Germain. Oui, et on l'a entendu plus tôt dans le reportage que tu as fait, Kémilia. Cette 3e édition de la PG Expédition a été organisée en hommage à son fondateur, Pierre Germain, qui est malheureusement décédé en 2023 du cancer du pancréas, mais au moins, il a pu réaliser son rêve, qui était de faire et de créer une course pour les chiens en Abitibi-Ouest. La première édition a eu lieu en 2022, et là, la troupe à cœur ouvert avait le goût de raconter l'histoire de Pierre Germain. Alors hier, c'était vraiment un événement qui était plein d'émotions, mais plein de beaux souvenirs. J'ai commencé, j'avais plein d'idées en tête, mais comment être capable de mettre les puzzles et de mettre les casse-têtes à la bonne place? Et c'est quand j'ai rencontré sa sœur Sylvie que tout ça s'est mis en place. Donc, j'ai pu commencer l'histoire avec la famille de Pierre, les parents, les sœurs. Je parle bien sûr de Lynn, la conjointe de Pierre. Mais dans le fond, tous ces petits morceaux-là de sa vie qu'on ne savait pas. Et donc, j'étais bien content d'être... j'ai été honoré de pouvoir écrire ce texte-là pour Pierre. Puis bien sûr, bien, on parle de la fin de l'histoire où, bien sûr, Pierre a un cancer, s'est déclaré un cancer au pancréas.
Mais en même temps, j'ai voulu rendre cette histoire-là imagée. J'ai voulu qu'il y ait quelque chose un espoir à ça. Tu sais, il est là il est encore là, il nous regarde. Et puis, c'est ça. Donc, c'est une belle fin, je pense. Le public a choisi de sauver Camille. Quelle chanson, quelle saison. Justine, pour une deuxième semaine de suite, les gens de la région ont voté en grand nombre à Star Academy. Ah oui, c'est fou comment la compétition était féroce hier soir à Star Academy, Emilia. Je peux vous dire que le stress est retombé quand Matt Lang a enfin annoncé que Camille était sauvée par le public. En région, on le sait que Camille a une voix extraordinaire, mais là, le Québec commence à le ressentir de plus en plus. Alors, c'est clair qu'on va continuer à suivre son parcours, bien sûr, dans la quotidienne de Star Academy dès ce soir à 19h30 sur les ondes de TVA. Et là, cette semaine, ce sont les garçons qui sont en danger. Alors, on envoie des ondes positives à Loïc, le trépanier de Val-d'Or, pour pas qu'il soit mis en danger là, au prochain Variété de dimanche. Oui, c'est certain qu'on croise les doigts. Merci, Justine. À plus tard pour la météo. La 40e édition des finales régionales centralisées des Jeux du Québec s'est tenue cette fin de semaine au Témiscamingue et plusieurs jeunes de la région ont brillé. Restez avec nous, on en parle après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et au sport, c'est cette fin de semaine qu'avait lieu la 40e édition des finales centralisées des Jeux du Québec au Témiscamingue. Des jeunes d'un peu partout dans la région ont pu prendre part à différentes compétitions. Alexis Dumont a dressé un bilan de l'événement avec l'organisation. 13 sports, 200 bénévoles, 800 athlètes. C'était un week-end chargé pour cette 40e édition des finales centralisées des Jeux du Québec. On a eu beaucoup d'athlètes aussi. Donc, les parents, la population s'est dirigée aussi aux épreuves des différents sites de compétition. Donc, je pense que ça a vraiment super bien été. L'organisation dresse un bilan positif de cette édition 2025. Je pense que c'est vraiment important pour la population puis pour les jeunes, parce qu'ils découvrent de nouveaux sports, ils découvrent des nouvelles passions. Puis peu importe si tu es bon ou si le dénouement de la compétition, tu vas quand même avoir vécu une expérience avec tout ce qui est autour, si tu y participes, bien sûr. Puis tu peux aller sur différents sites, tu peux voir, tu sais, le Témiscamingue, il était vraiment en mode Jeux du Québec. Fait que je pense que c'est vraiment le fun pour les jeunes qui puissent se promener d'endroit en endroit. Puis aussi, juste l'ambiance aussi à travers toute la fin de semaine, à travers les sites de compétition, je pense que c'est ça aussi qui fait notre différence, puis c'est ça qui est essentiel pour les jeunes, même s'il n'y a pas de finale provinciale. Là. Pour la première fois en 7 ans, c'est le Témiscamingue qui accueillait les Jeux avec Ville-Marie et Lorrainville comme ville hôte. Plusieurs autres municipalités comme Saint-Bruno-de-Guigue, Notre-Dame-du-Nord et Témiscamingue accueillaient également des compétitions, ce qui représentait un défi important au niveau logistique. Ça a été environ 870 jeunes dans toute l'édition des Jeux du Québec au Témiscamingue. On a eu près de 200 bénévoles, près de 50 partenaires, répartis sur 6 municipalités aussi. Là. Ça aussi, c'est un défi de logistique incroyable. Là. Puis on a réussi à offrir une finale, je pense, d'envergure, puis qui a vraiment porté fruit aux jeunes. Puis on sent qu'ils repartent avec la magie des Jeux avec eux. Là. Les Jeux centralisés seront de retour en Abitibi en 2026, alors que c'est Rouyn-Noranda qui accueillera la compétition. Alexis Dumont, RNC Nouvelles. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Trouvez-vous que les jeunes sportifs de la région ont assez de ressources pour se développer? » Vous avez répondu non à 57 %. Et dans la LHJMQ, les Huskies de Rouyn-Noranda se maintiennent dans le haut du classement. Après avoir été surprise jeudi dernier face aux Highlanders, la Meurthe s'est reprise de belle façon vendredi soir en signant une victoire de 6-1 sur les Sea Dogs de Saint-Jean.
Le gardien des Huskies, Samuel Meloche, a été presque parfait dans la victoire des siens en arrêtant 29 des 30 tirs dirigés vers lui. Antonin Véro est d'ailleurs redevenu le meilleur pointeur de son équipe avec une récolte de 2 passes, ce qui le place devant Bill Zonon au sommet des Huskies avec 64 points. De l'autre côté de la 117, les partisans ont eu le droit à une avalanche de buts ce week-end à Val-d'Or. Les Foreurs ont bouclé leur fin de semaine la plus spectaculaire de l'année avec 2 victoires. 10-6 contre les Highlanders et 7-2 contre les Sea Dogs. Plusieurs joueurs ont ainsi pu bonifier sérieusement leurs statistiques personnelles, à commencer par le capitaine Nathan Brisson, qui a particulièrement bien fait avec 9 points, dont 4 buts en 2 matchs. Ces 2 victoires permettent à Val-d'Or de devancer Québec au 13e rang du classement général et ainsi solidifier leur présence en séries éliminatoires. Et d'ailleurs, 2 joueurs des Foreurs de Val-d'Or ont récolté leur 100e point en carrière dans la LHJMQ vendredi. Il s'agit du capitaine Nathan Brisson et de Philippe Veilleux qui ont inscrit leur 100e point sur le même but. En inscrivant son 100e point à son 113e match, Veilleux est devenu le 2e meilleur joueur le plus rapide de l'histoire des Foreurs à atteindre ce plateau. Seul Jean-Pierre Dumont l'avait atteint plus rapidement que lui, soit en 104 matchs. Ça représente beaucoup de choses. Mais premièrement, d'être proche d'un joueur comme Dumont, qui a son chandail retiré en haut, donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Puis aussi, c'est ça, j'ai pas fait ça tout seul avec mes coéquipiers qui me font des belles passes, puis que les coachs qui me font confiance, ça m'a beaucoup aidé aussi. La météo, une présentation de Nicoloto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, on va continuer d'affronter le froid pendant 6 semaines de plus cet hiver. Oh oui, c'est un printemps tardif qui nous attend qu'Émilia. Presque toutes les marmottes l'ont prédit hier. On a Fred, la marmotte du Québec. On a aussi Phil en Pennsylvanie et Sam en Nouvelle-Écosse qui ont vu leurs ombres hier. Alors, ça veut dire que l'hiver va encore durer un petit peu. Il y a seulement Willie en Ontario qui n'a pas vu son ombre. Alors, selon lui, le printemps s'en vient bientôt. Mais honnêtement, avec les froids assez glaciales qu'on a ces temps-ci en Abitibi-Témiscamingue, je fais plus confiance aux 3 premières marmottes. J'ai l'impression que l'hiver va être assez interminable. Ce qui nous attend pour ce soir et cette nuit partout en région, c'est un minimum de -16 avec un refroidissement éolien près de -25 et on aura un petit peu de neige du côté de l'Abitibi. Demain, sur l'ensemble du territoire, ce sera généralement nuageux avec un maximum de -14 et un refroidissement éolien près de -25 encore une fois. Et mercredi, le soleil va être présent partout en région avec un maximum de -11 pour l'Abitibi et de -9 pour le Témiscamingue. J'ai bien hâte de voir ce que Mère Nature nous réserve pour le reste de l'hiver. On va savoir dans les prochains mois là, si elle va s'entendre avec les prédictions de nos chères marmottes. Oui. Merci, Justine. C'est complet pour le bulletin d'information en ce lundi soir. On se dit à demain pour le TVA Midi.